Travailleuses, travailleurs, c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir. Mon programme en 3 points. Premièrement, le plein emploi. Deuxièmement, le plein emploi. Et troisièmement, le plein emploi. Peut-être que tu voudrais m'apprendre mon boulot. Il y a des gens qui travaillent ici. Oh, c'est du bon boulot, hein. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. On vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix de l'emploi. Nous sommes comme tous les mardis en direct jusqu'à 20h. Et pour m'accompagner, Nicolas Leroy est avec nous. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Cécile. Directeur du recrutement du groupe fiducial et cabinet Ficoba. Et au sommaire de cette émission, alors que le salon de l'agriculture vient de fermer ses portes, c'était dimanche. Notre patrimoine agricole reste au cœur des débats. Un secteur en pleine mutation entre innovation technologique, défis écologiques et transformation sociale. Quelle place pour les femmes dans ce secteur encore marqué par les inégalités? Sabrina Nadjar qui est avec nous. Bonsoir, merci d'être là. Rédactrice en chef de Femmes Actuelles, apportera son éclairage à travers une enquête, une très belle enquête sur l'avenir des agricultrices. Et puis Roland Connor est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur à l'EM Normandie de la chaire sur l'entrepreneuriat et l'agriculture. Et on analysera avec vous l'évolution justement du modèle agricole et des nouvelles dynamiques entrepreneuriales. Et puis, c'est un véritable témoignage. Alexandre Pro qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez partager votre parcours atypique de la finance au champ, et ça nous passionne, et pour illustrer ce retour à la terre qui séduit visiblement les nouvelles générations. On est ravis de vous accueillir jusqu'à 20h. Bienvenue dans les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix Sud Radio. Et on va commencer par vous, Sabrina Najdar, rédactrice en chef de Femmes Actuelles. Déjà pour une petite félicitation, en tout cas pour ce magazine qui sort vraiment du lot par rapport aux autres, qui est en matière de vente, qui est certainement aujourd'hui le plus dynamique. Oui, tout à fait. Écoutez, on est le premier féminin français. On a surtout un lectorat et un nombre d'internautes assez important, puisqu'on touche 20 millions de personnes par mois. Avec une diffusion qui est de 400 000 exemplaires, ce qui aujourd'hui est quand même... c'est assez canon, oui, c'est assez formidable. C'est vrai. Alors vous avez changé un petit peu le mode, c'est-à-dire qu'il y a des grandes enquêtes aujourd'hui dans Femmes Actuelles, et forcément là on en parle parce que vous avez fait cette enquête sur les femmes agricultrices avec plein de témoignages, et vous êtes rendu compte de pas mal de choses qui aujourd'hui posent un problème pour les femmes agricultrices. Oui, absolument. D'abord, il faut savoir que 29% des agriculteurs sont des agricultrices, donc c'est pas rien, c'est quand même un tiers de la profession. Ce qui est une bonne nouvelle. Ce qui est une très bonne nouvelle, parce que les agricultrices seront certainement l'avenir de l'agriculture, notamment avec le renouvellement en fait des exploitants. On aura besoin à l'avenir des femmes, et donc c'est vraiment important que les femmes s'investissent dans le monde agricole. Mais la problématique des agricultrices, c'est que aujourd'hui, elles ont énormément de freins en fait à l'installation, de freins au niveau financier, et puis aussi en termes de droits. Il faut savoir que la plupart des femmes, même si aujourd'hui il y a des droits qui sont spécifiques pour les femmes qui sont dans le domaine agricole, notamment les conjointes d'agriculteurs, il y a encore énormément de barrières à franchir pour que les femmes puissent véritablement prendre toute la place qui devrait être la leur dans ce métier. Qu'elles aient un vrai statut, c'est ça que vous voulez dire. Alors justement, vous avez voulu faire ce focus sur les femmes, et quand vous dites 29% d'agricultrices, vous parlez de la place de la femme de l'agriculteur, ou alors vraiment des femmes qui sont complètement qui sont entrepreneurs seules? Il faut savoir qu'une exploitation sur 5 est dirigée par une femme. Donc dans les 30%, vous avez effectivement des conjointes d'agriculteurs. On sait que le pourcentage de transmission ou d'héritage familial, ou c'est des nouvelles entrantes dans la... Écoutez, en fait, c'est un petit peu tout. Vous avez effectivement tout à fait des femmes qui ont été élevées dans le milieu rural, ou qui effectivement reprennent l'exploitation familiale, mais vous avez aussi des femmes qui se lancent du jour au lendemain, qui vont effectivement, parce qu'elles ont une volonté de pratiquer l'agriculture d'une façon différente, de faire des élevages particuliers. Et d'ailleurs, on voit beaucoup d'innovation du côté des femmes dans leur façon justement de pratiquer l'agriculture.
Avec Roland, allez-y. Hein. Non, je voulais vous demander les principales difficultés, justement. Est-ce qu'elles sont sociales, culturelles, pour l'émancipation des femmes dans l'agriculture? Écoutez, elles sont à plusieurs niveaux. Effectivement, déjà, quand elles font partie d'une exploitation qui existe, donc quand elles sont femmes d'agriculteurs ou filles d'agriculteurs, il faut qu'elles prennent effectivement leur place et qu'elles prennent véritablement un statut qui leur permet finalement d'avoir des droits notamment à la retraite. Et ça, c'est très important parce que le conjoint d'un agriculteur a un statut, notamment lorsqu'il ne prend pas de salaire, ce qui est souvent le cas, qui ne lui garantit pas grand-chose. Donc au bout de 5 ans de ce statut-là, il faut changer de statut pour pouvoir véritablement prétendre à des droits au niveau légal. Donc ça, c'est très important. Ensuite... Excusez-moi, j'ai oublié la question. Bon, écoute, on va y revenir de toute façon. Roland Connor est avec nous, un professeur à l'EM Normandie, responsable de la chaire entrepreneuriat et agriculture. Comment aujourd'hui cette agriculture se transforme en fait? On a l'impression qu'elle est en mutation depuis de nombreuses années, mais là on a l'impression que ça s'accélère. Oui, une accélération. Il y a la transition bas carbone notamment sur laquelle doivent aller tous les agriculteurs aujourd'hui. Le développement des circuits courts, la digitalisation de l'agriculture, l'utilisation des nouvelles technologies. L'IA arrive aussi dans l'agriculture. Les agriculteurs ne le voient peut-être pas parce qu'ils sont, ils utilisent les outils et c'est des IA parfois qui travaillent derrière. Donc oui, il y a plein de changements. Après, il y a beaucoup de tracteurs qui eux-mêmes ont l'IA, donc ça c'est beaucoup plus simple. Et puis les outils connectés, oui, les tracteurs sont tous connectés quasiment aujourd'hui au GPS, donc. Les drones, donc il y a plein de mutations aujourd'hui. Il y a plein d'innovations dans le secteur agricole. Ouais. Alors vous, la particularité, je crois que c'est que vous êtes professeur dans une école de management et vous essayez d'utiliser l'agriculture comme support pour justement des cas pratiques business. Voilà, exactement. Je n'enseigne pas directement l'agronomie ou comme on peut l'enseigner dans les écoles d'ingénieurs en agriculture. Je suis un prof en sciences de gestion, donc j'enseigne le management. Mais j'utilise effectivement l'agriculture comme une illustration pour... je disais tout à l'heure que avec des étudiants post-bac, je leur ai fait fabriquer du jus de pomme. Là, au cours du premier semestre, ils ont fabriqué du jus de pomme avec des pommes normandes. Pourquoi je suis pas venu étudier chez vous, ils auraient pu vous en vendre en plus. Ah oui, mais grave. Ouais. Et ils ont vendu, ils avaient pour objectif de produire et de vendre du jus de pomme. Et donc, c'est une manière aussi de raccrocher les étudiants au terrain, enfin au concret. Faut pas... Et justement, ça accroche un peu ou pas? Oui, on imagine l'étudiant en école de management et bon, l'agriculture, ça lui paraît éloigné, j'imagine. Ils s'accrochent à fond, c'est du concret, là pour le coup, ils palpent, on va dire le terroir, ils boivent le jus, ils adorent vendre le jus à leurs parents, leur famille. Et tout, donc c'est non, ils accrochent. Alors après, voilà, je dis pas que l'agriculture ça les passionne et ils en feront leur métier plus tard. Mais c'est une manière de mettre la petite graine dans l'esprit des jeunes aujourd'hui. Eh ben, en tout cas, oui, ça les passionne, puisqu'autour de cette table, on a Alexandre Pro, bien entendu, qui lui sort de la finance. Entre autres, vous avez un CV qui est plus un CV de trader que finalement d'agriculteur, maintenant un peu plus d'agriculteur. Mais vous avez fait la bascule dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous avez commencé effectivement dans la finance et aujourd'hui vous avez décidé de retourner à la terre dans une exploitation que vous allez nous raconter certainement mieux que moi. En effet, j'ai fait une école de commerce Bac+5 à Angers et ne sachant pas trop quel chemin prendre, j'ai un peu hésité dans les travers financiers, donc je suis parti un petit peu à l'étranger, notamment aux États-Unis et à Singapour faire de l'audit. Puis naturellement, je suis revenu chez un de mes clients où on faisait du négoce de matières premières, donc du trading de matières premières. Donc j'ai travaillé pendant longtemps sur les marchés européens, sur tout ce qui est colza et tournesol. Donc il y a une bourse d'échange qui est à Paris, qui est dématérialisée et en réel. On échange des bateaux, on échange des camions, on fait de l'huile, etc. Et ensuite, j'ai eu la chance de partir en business développement sur tout ce qui est Afrique de l'Ouest. Donc vendre du blé à la meunerie africaine pour la panification. Donc ça, c'était vraiment passionnant. C'est à la fois un métier de finance et un métier également de terrain. Mais il y a 10 ans, voilà, j'ai vraiment hésité peu de temps parce que mon père partait à la retraite. Et parce que c'est important de dire que vous êtes enfant d'une famille d'agriculteurs. Donc j'ai baigné dans l'agriculture toute ma jeunesse. Ouais. Et vous n'aviez pas jamais imaginé une seconde reprendre C'était un projet lointain. J'ai toujours adoré le jardin, j'ai eu la main verte, enfin j'ai toujours adoré
commercer des petits, je faisais pousser des cucurbitacées, enfin voilà, j'avais toujours plaisir à développer des choses. Il revendait à son père la récolte de son père. Voilà. Il était fort. Et en fait, tout naturellement, mon père partait à la retraite il y a 10 ans et je me suis placé justement pour essayer de reprendre l'entreprise, la développer. Donc pour ça, je passais par la case BTS, revenir un petit peu, comme vous disiez tout à l'heure, à l'agricole, les fondamentaux, pour avoir le vernis pédagogique, en plus d'avoir des compétences commerciales que j'avais déjà développées un petit peu par ailleurs. Vous changez de vie complètement. Votre entourage, qu'est-ce qu'il a imaginé? Parce que j'imagine c'est plus la même vie, c'est même plus le même. Ça fait sourire mon entourage. J'étais parisien, voilà, j'avais une vie d'un jeune trentenaire parisien. Tout à fait festive et sympathique, et c'est vrai que on n'habite pas très loin de Paris, mais quand même, voilà, maintenant on fait partie des ruraux. Dans un petit village de 150 habitants, la vie a changé du tout au tout, mais franchement, c'est pour un plus grand bonheur. Entre ce que vous avez connu de vos parents, parce qu'on parlait de la mutation, en tout cas de la transformation de l'agriculture en France, est-ce que vous avez senti quand même ces deux Frances différentes, les agriculteurs de la génération d'avant et la vôtre? Alors j'ai senti effectivement, moi je suis arrivé dans cette période où il y avait d'autres jeunes de ma génération qui reprenaient des fermes. Alors nous, on a la chance d'être proche de Paris, donc on n'est pas vraiment déconnecté du urbain, de ce qui se passe entre guillemets dans les grandes villes, et puis de ce qui se passe dans la société, dans la vie. On est connecté aux besoins des gens, on sait exactement. Enfin voilà, on est vraiment proche des grands centres de consommation. Néanmoins, il y a un peu une agriculture à deux vitesses. Vous en parlez tout à l'heure. Voilà, nous on est dans le sud de l'Oise, sur des fermes plutôt de structures intermédiaires à grandes, dans des bassins de production. On a la chance d'avoir des terres fertiles. Plusieurs fermes sont diversifiées, alors pas toutes dans notre coin parce que on est spécialiste un peu de la grande culture. Voilà, en ce qui nous concerne, on est vraiment focus pomme-poire. C'est vraiment notre expertise. Et j'ai eu à cœur de développer cette production parce que je crois beaucoup à la production locale. On a fait floquer notre camion producteur local quand on va ranger tous les jours. Pour moi, ça a vraiment du sens. Ouais. Mais c'est vrai qu'on constate vraiment qu'il y a vraiment deux agricultures. Allez, vous bougez pas, on revient dans un instant. On va justement parler d'attractivité, de transmission de ces exploitations. Et puis, il y a tellement de choses à dire sur l'agriculture. On aurait bien plus besoin que d'une heure. Ça va passer très vite, donc on va essayer de vous dire le maximum de choses. On reste ensemble jusqu'à 20h avec nos invités. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parle Sud Radio. 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi, aujourd'hui, ça s'adresse, en tout cas, ça concerne l'agriculture en général, ou en tout cas en particulier, et l'entrepreneuriat, bien entendu. Autour de cette table, Sabrina Najdar est avec nous, rédactrice en chef de Femmes Actuelles, que je vous incite à acheter, en tout cas. Roland Connor est avec nous, professeur à l'EM Normandie et responsable de la chaire entrepreneuriat et agriculture. Et Alexandre Pro, producteur de pommes et de poires dans l'Oise. Et aussi, ça s'appelle les Gîtes de Sennevières, c'est ça? Tout à fait, les Gîtes de Sennevières. Voilà, de Sennevières. Voilà, c'est plus facile quand vous le dites, bien entendu. Et on va revenir sur cette crise démographique, en tout cas, de l'agriculture aujourd'hui. Comment on peut attirer des nouveaux talents, Roland Connor, bien entendu, par l'entrepreneuriat, en tout cas dans ces métiers. Aujourd'hui, beaucoup se découvrent entrepreneurs, parce qu'il y a plein de gens qui disent « mais moi, je ne pourrais jamais faire ça ». Puis finalement, quand ils embrassent, en tout cas, l'activité, ils disent « en fait, oui, c'était pour moi ». Oui, effectivement. Alors, il y a les entrepreneurs qui sont issus du monde agricole, qui reprennent la ferme de la famille. Et on a aussi de plus en plus maintenant ce qu'on appelle les NIMA, les non issus du monde agricole. Donc ce sont des gens lambda qui ont fait une carrière, qui ne sont pas issus, qui n'ont pas de famille d'agriculteurs. Qui ont fait une carrière dans la finance ou dans le marketing ou ailleurs, et qui à un moment donné... Dans des boîtes, et qui se lancent à leur compte. Exactement, et qui se lancent dans l'agriculture. Et il y en a de plus en plus... Est-ce que c'est pas un phénomène de mode, justement, parce que les jeunes, il y a un retour au sens, etc. Est-ce que c'est vraiment des gens qui ont un projet ou Alors c'est pas forcément des jeunes d'ailleurs, ça peut être des gens, il y a des plus de 40 ans qui reprennent des fermes, des gens qui ont une expérience de cadre, et puis à un moment donné qui soit pètent les plombs ou se disent bon, j'ai envie de faire autre chose, et puis j'ai envie de prendre l'air et changer de vie, ou pour des raisons familiales. Donc il y a certainement un peu de rêve. On voit qu'il y a effectivement ces gens-là qui entreprennent, pour certains qui abandonnent, mais en fait il y en a quand même une majorité qui continue. Donc non, enfin je pense pas qu'il y ait...
Alors le fait qu'on en parle beaucoup dans la presse, à la radio, etc., et positivement, ça attire ces profils-là. C'est vrai que les Français adorent les agriculteurs, et en l'occurrence des agriculteurs. C'est quoi les profils aujourd'hui de ces femmes, le lien commun? Vous avez fait une enquête, Sabrina Najdar, dans le Femmes Actuelles. C'est quoi le point commun de ces femmes, si on devait les relier d'une manière ou d'une autre? Écoutez, c'est déjà la passion. Avant tout, je pense que c'est ce qui les lie, c'est la passion. La passion, effectivement, on parlait d'entreprendre aussi, mais effectivement aussi, elles sont totalement motivées par cette idée de mener à bien une exploitation, de mener à bien un élevage avec des façons de procéder parfois innovantes, novatrices, d'avenir. Et ça, c'est intéressant. J'allais vous le dire. Est-ce qu'elles sont plus, elles, dans l'éthique, dans le durable? Donc, est-ce qu'on sent quand même que les femmes ont cette envie d'aller sur en tout cas une agriculture plus responsable? Alors, je peux pas faire de généralité, évidemment, et il y a de tout dans tout, mais c'est vrai que dans ces agricultrices, on a effectivement des femmes qui ont une volonté de réconcilier le monde de la terre, l'environnement, d'œuvrer pour l'avenir de la planète, d'œuvrer pour l'avenir aussi de nos enfants. Et il y a effectivement une volonté aussi au niveau de l'animal, de la souffrance animale, de travailler effectivement avec des principes qui sont plus éthiques. Peut-être. Après, je ne veux pas faire de généralité. Il y a beaucoup d'hommes aussi dans ce cas. De toute façon, la société va dans ce sens. Dans ce sens-là, absolument. Alexandre Pro, qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour vous finalement? Entre le passage d'employé au passage d'entrepreneur, parce que finalement c'est un métier que vous ignoriez totalement quelque part. Alors j'avais des notions de commerce, parce que c'est qu'on échangeait beaucoup avec mon père sur ce sujet-là, qui lui a développé l'entreprise pendant toutes ces années. J'avais moins de notions d'agronomie, mais quand entrepreneur, je pense que c'est très important, c'est de savoir s'entourer. Dans les métiers où on est un petit peu moins bon, où c'est moins la passion, comme vous disiez tout à l'heure. Mais le vrai challenge pour moi, ça a été justement de créer une équipe solide. Et puis de confiance, la renouveler, puisqu'il y a eu beaucoup de départs à la retraite dans ces milieux de l'agriculture. Et puis difficile de trouver tous les métiers. Du personnel, c'est difficile. Extrêmement compliqué. Ouais. C'est le challenge quotidien. On en parlait tout à l'heure en antenne. Moi, je passe beaucoup de temps sur les différents supports avec des cabinets, avec des spécialistes de recrutement. Entre professionnels, on échange beaucoup sur ces sujets-là. On a beaucoup de reconversions, notamment dans des postes de chauffeurs, dans des postes de caristes, des postes très diversifiés. Donc on accompagne beaucoup, on passe beaucoup de temps à former notre personnel. Parfois il y a des échecs, parfois il y a des très belles histoires. Avec des gens qui n'étaient pas spécialement destinés à faire tel ou tel métier, et puis qui nous accompagnent pendant un temps donné dans notre aventure entrepreneuriale. Alors Alexandre, est-ce que votre background, on va dire, de trader, votre expérience vous a permis justement de moderniser et de changer notamment des process et votre business model? Alors tout à fait. On a évolué, on parlait tout à l'heure de nouvelles technologies. On a effectivement dans le verger déjà changé beaucoup de choses. On fait maintenant beaucoup confiance aux OAD, les outils d'aide à la décision. Pour irriguer, on ne prend plus la décision sur un simple constat. On a des dendromètres dans le sol qui nous donnent, avec des capteurs, les taux d'humidité dans le sol. Ensuite, par exemple, pour faire face à tel ou tel prédateur, maintenant, on va essayer de se limiter sur le nombre de traitements et par exemple, mettre on appelle ça des petits, je ne vais pas parler très technique, mais essayer de limiter le nombre de traitements avec des méthodes mécaniques. En fait, c'est passionnant ce métier, parce que vous avez l'impression qu'on apprend tous les jours finalement. Et puis en fait, on fait aussi confiance à la nouvelle technologie. C'est-à-dire que par exemple, aujourd'hui, dans notre station de conditionnement, puisque quand on produit des pommes, il faut les stocker et les conditionner pour nos clients. C'est-à-dire les stocker et les conditionner, ça veut dire les mettre dans des petites barquettes pour la grande distrie, pour nos clients à Rungis. Et bien maintenant, c'est les machines qui font ça. Donc le personnel maintenant est formé pour trier les pommes en amont. Soutenu par la machine. Par les machines, voilà. Et justement, Roland, est-ce que l'avenir de l'agriculteur ne va pas passer par des profils comme Alexandre, justement, qui ont un background commercial ou financier, pour justement monter des entreprises plus innovantes, même dans le secteur de l'agriculture? Ce qu'on voit déjà, c'est qu'au niveau de la formation des agriculteurs, ça monte de plus en plus.
Moi, je pense que d'ici 10-15 ans, ce ne sera pas étonnant de voir effectivement des masters, soit en école d'ingénieur d'agriculture ou d'école de management à la tête d'exploitation agricole. Donc oui, je pense qu'on a besoin aussi de ces profils-là pour faire évoluer l'agriculture. Pour faire évoluer l'agriculture, ouais. Ils ont quel âge à peu près aujourd'hui ? Les agriculteurs ? Ouais, ceux avec lesquels vous travaillez. C'est quoi la moyenne d'âge ? Il y a tous les âges. Je trouve des gens de 30 ans, 40 ans, 50 ans, des gens qui sont proches de la retraite. Il y en a beaucoup. Hein. Il y a la pyramide des âges, la fameuse pyramide des âges qui est un peu difficile là, pour le monde agricole. Donc non, il y a tous les âges et en fait ce qu'on constate c'est que en fait ça bouge dans l'agriculture, mais il n'y a pas que les nouveaux, par exemple les NIMAS que je disais tout à l'heure qui ont une nouvelle approche, qui sont pas issus du monde agricole. D'une manière générale, c'est les nouvelles générations aujourd'hui qui arrivent dans les exploitations agricoles, qu'ils soient hommes ou femmes. Ils ont vraiment des visions différentes et c'est ça qui est intéressant. Pour ceux qui sont allés au salon de l'agriculture, ce qui a été notre cas, on se rend compte, Sabrina Nadjar, que finalement les femmes, en tout cas les jeunes hommes ou en tout cas les femmes, elles sont apprêtées, elles font hyper attention à elles. En fait, il y a une espèce de nouvelle vague d'agricultrices opérationnelles qui ont en plus ce problème à gérer de la maternité, mais qui le vivent très très bien, même si c'est pas toujours facile au quotidien. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, être agricultrice, c'est pas se retrouver dans une petite commune à porter un fichu sur la tête, etc. Ce sont des femmes qui sont actives, ce sont des femmes qui sont dans la vie, ce sont des femmes qui s'informent, ce sont aussi des mères. Tout à l'heure, effectivement, vous parliez des difficultés qu'on peut avoir quand on est une agricultrice. Effectivement, on a aussi cette difficulté-là de pouvoir concilier son travail, son rôle d'entrepreneur, parce que c'est aussi un rôle d'entrepreneur, et sa vie de famille, notamment, par exemple, la maternité. On parlait tout à l'heure aussi du manque de personnel, mais effectivement, elles ont cette difficulté-là aussi de pouvoir être remplacées au moment d'un congé maternité. Elles sont chefs d'entreprise, elles sont aussi souvent aidants, parce que dans ces entreprises-là, comme ce sont de génération en génération, elles se retrouvent aussi avec ce statut-là, et elles sont finalement un petit peu à tous les postes. C'est ce qui est à la fois passionnant, mais aussi en termes de charge mentale assez difficile. Est-ce qu'elles se sentent seules parfois face aux banques, oui. Voilà. Ah oui, il faut le dire véritablement. Aujourd'hui encore, même si elles sont 30% dans ce métier, c'est un monde qui reste masculin, avec des codes masculins. Ouais. La première difficulté déjà, quand elles ne viennent pas du milieu, c'est de trouver des terres, parce que ça ne se trouve pas comme ça. Il faut faire partie du sérail. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est de trouver effectivement des financements. Être une femme aujourd'hui, avoir un projet, comme on le disait tout à l'heure, un projet innovant d'avenir, il faut convaincre des banques. C'est pas évident du tout. Et puis, quand on voit une femme arriver en train de vous dire, moi, je vais reprendre une exploitation, etc. Il y a encore des idées reçues, malgré tout. Il faut pas les nier. C'est un monde qui reste extrêmement masculin. Justement, qu'est-ce que vous diriez aux femmes qui voudraient s'investir dans le secteur agricole ? Écoutez, déjà, évidemment, de passer par une formation. La formation, c'est quelque chose de très important pour pouvoir avoir effectivement les reins solides et savoir effectivement de ce qu'il en retourne. Et puis, après, il faut aussi s'adosser aux structures qui existent aujourd'hui. Il y en a de plus en plus. Oui. Absolument, et aujourd'hui effectivement il y a des choses qui sont faites pour aider les femmes, pour les sortir de l'invisibilité, pour pouvoir effectivement leur apporter un support dans leur exploitation et dans leur quotidien. Donc ça c'est très important. Et puis après effectivement, je pense que à partir du moment où les femmes vont avoir des rôles aussi dans les instances dirigeantes, le monde agricole va changer forcément, se féminiser. On va avoir des choses qui sont davantage à leur portée. Aujourd'hui, il faut savoir que, par exemple, les machines sont faites par les hommes, pour les hommes. Une femme qui va à la traite n'est pas à hauteur, en fait, de l'engin pour pratiquer la traite. Donc, il y a comme ça beaucoup d'obstacles, mais j'ai envie de vous dire, c'est une question de temps. Et voilà, absolument. Oui, on va en parler en tout cas dans un instant. On fait une petite pause. Si vous avez des questions, vous êtes bienvenus. Vous le savez, 0826 300 300, on est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi.
Les vraies boîtes d'emploi consacrées à l'agriculture. J'étais très étonnée que notre réalisateur ne nous mette pas un son de vache. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il se passe? Il suffit de demander. Bah voilà, c'est ça. Mais voilà. Autour de cette table, Sabrina Najdar, rédactrice en chef de Femmes Actuelles. Roland Condor, qui est avec nous, professeur à l'EM Normandie, responsable de la chaîne Entrepreneuriat et Agriculture. Et Alexandre Pro, producteur de pommes et poires dans l'Oise et les gîtes Sennevière. Alors on parlait il y a quelques instants de l'attractivité et surtout des nouvelles pratiques et la mutation en tout cas de la société dans les gestes, avec l'innovation. Est-ce que aujourd'hui, ce qu'on propose comme formation vont aussi vite finalement que ce que fait l'innovation, ou l'innovation aujourd'hui dans l'agriculture? Parce que la formation, on sent bien que l'intelligence artificielle accélère vraiment. On sent bien que les modes, les gestes de la main sont un petit peu moins importants qu'avant. Enfin voilà, les choses changent. Est-ce que cette formation doit se renouveler? Alors, c'est la question la plus longue du monde, mais voilà. Alors ça, effectivement, c'est un constat qui a été fait par certains acteurs de l'enseignement, ou voire en dehors du monde agricole, que l'enseignement devait s'adapter et puis proposer autre chose. Ouais. Donc je crois que c'est en cours. En fait, il y a vraiment des changements dans la manière d'appréhender la formation agricole, avec plus de nouvelles technologies, plus d'approches aussi agriculture durable, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc bon, faut savoir quand même aujourd'hui que une grande partie des agriculteurs, ils sont formés en lycée agricole. Mmh. Donc c'est surtout là, c'est là qu'on parle essentiellement de l'éducation, de l'enseignement agricole. Donc c'est surtout là que je parle de changement. Après, ceux qui ont fait des études peut-être un peu plus poussées en école d'ingé, etc. Peut-être qu'eux ils sont un peu plus sensibilisés, voilà, à une nouvelle technologie. Justement, c'est un secteur qui innove vraiment beaucoup, parce que c'est pas forcément l'impression que ça peut donner. Il y a des secteurs, on fait des émissions sur l'IA, etc. Est-ce que l'agriculture suit, on va dire, ce rythme effréné d'innovation? Bien sûr. Détrompez-vous, parce que mais quand j'ai commencé à travailler sur le secteur agricole, j'étais surpris du nombre de GeoTrouve-Tout. Et puis de l'accompagnement et de l'innovation dans l'agriculture. Est-ce qu'il ne reste pas GeoTrouve-Tout? Est-ce qu'on a vraiment basculé vers une agriculture hyper innovante? Oui, il peut y avoir un côté un peu GeoTrouve-Tout, je cherche, et puis à un moment donné, je passe pas la vitesse supérieure. Ça peut arriver, mais c'est pour des raisons il faut aussi de l'investissement pour aller sur les nouvelles technologies. Tout le monde peut pas le faire. La petite ferme du coin. Non, justement, voilà. C'est ça. On voit la petite ferme. Et justement, Alexandre, est-ce que vous faites le même métier aujourd'hui au quotidien que votre père? Alors, on fait le même métier, mais on le fait différemment. Qu'est-ce qui a changé? En fait, pour produire une pomme, il faut malgré tout mettre un pommier en terre, attendre 3 ans, la première récolte, et ça changera pas. Néanmoins, voilà, on cède des nouvelles technologies, comme je disais tout à l'heure, on cède des nouvelles formations et des nouvelles réflexions autour de l'agriculture. En ce moment, comme vous disiez tout à l'heure, le sujet, c'est la préservation des sols. Donc, on essaye de faire du non-labour pour protéger toute la vie bactérienne des sols. Et puis, on cède des nouvelles techniques de production pour arriver plus vite en production, avoir une qualité de fruits qui peut être un peu plus intéressante, avoir des fruits peut-être plus résistants aux coups, aux maladies, aux insectes. Donc, ça va être de l'innovation variétale. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font de la recherche, par exemple, pour ce qui concerne la pomme et la poire, sur des variétés qui sont résistantes aux maladies. Donc, pour nous, c'est hyper intéressant, puisque déjà, on arrive avec un produit qui est plus clean, voilà, qui est éventuellement le moins traité, et puis avec un fruit qui a vraiment du goût, qui est intéressant pour ses qualités internes, c'est-à-dire taux de sucre. Donc c'est l'innovation de produit plus que l'innovation de process. Les deux, il y a tout. Mais ça veut dire qu'il y a pléthore de nouveaux métiers qui sont en train de se dessiner dans cette agriculture. Voilà, il y a beaucoup de nouveaux métiers. La seule différence, c'est que vraiment, on est sur le temps long, très long, et que toutes les innovations et toute la recherche se fait sur vraiment un temps très très long. Quand il y a un nouveau produit qui est testé, par exemple, en ce qui concerne les phytos, il y a au moins 10 ans de tests avant de mettre sur le marché. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'agriculture est aussi parfois un petit peu résiliente, mais c'est plutôt une force, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi en ce qui concerne la santé de nos consommateurs. Et c'est ce qu'on cherche à préserver avant tout,
c'est la santé du consommateur. Sabrina Najdar, vous êtes rédactrice en chef de Femmes Actuelles. Vous avez sorti, je le répète, cette grande enquête sur les femmes agricultrices en France. On parle d'investissement, d'IA, d'innovation. Ça va générer forcément des investissements et c'est là que ça peut être compliqué aussi pour les femmes, celles qui sont seules. Et il faut réfléchir à ça. Ça veut dire que dans les politiques publiques qu'on va mettre en place, qui vont être mises en place demain, c'est un sujet qui doit vraiment être mis sur le devant de la scène. Oui, tout à fait. Effectivement, ces politiques effectivement d'aide et d'accompagnement des femmes dans ces métiers, notamment d'accompagnement financier. Effectivement, l'accompagnement aussi en termes juridique peut-être juridique, oui, tout à fait, et aussi de formation continue, parce qu'on en parlait tout à l'heure, effectivement, ce sont des métiers qui sont en évolution permanente, et la formation continue est aussi quelque chose de fondamental, et il faut effectivement pouvoir donner la possibilité à ces femmes qui sont sur leur exploitation de pouvoir aussi s'absenter pour pouvoir être formées, être remplacées à ce moment-là, et tout ça, ce sont des choses qui au niveau des pouvoirs publics doivent être prévu, doit être mise en place, doit être réfléchi. On sent qu'il y a une solidarité entre les agriculteurs. Il y a une solidarité particulière entre les agricultrices. Il y a des oui, tout à fait. Effectivement, elles se réunissent, elles parlent entre elles, elles confrontent leurs expériences. Mais il va falloir aller beaucoup plus loin que ça. Et d'ailleurs, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a décidé d'annoncer le 8 mars la mise en place d'un groupe de travail constitué de femmes pour réfléchir justement à comment organiser l'agriculture pour les femmes. C'est un bon signe justement, une femme à l'agriculture? Oui, c'est un bon signe. Après, je peux pas vous dire que les hommes ne vont pas forcément penser aux femmes, mais il y a des façons effectivement de voir la vie quand on est une femme qui apporte quelque chose de différent. Un homme, une femme, un vécu, un vécu, exactement ce qu'un homme peut pas, même s'il a la meilleure volonté du monde, percevoir de la même façon. Est-ce que l'innovation, finalement, là, j'allais plutôt sur le volet économique, va pas permettre justement de permettre aux agriculteurs de s'y retrouver, on va dire, d'un point de vue financier et dans leur marge? Ça dépend de quelle technologie on parle. Après, je sais, pour en avoir parlé il n'y a pas très longtemps avec un agriculteur dans la Manche. Alors, il n'était pas engagé dans la technologie, mais plutôt dans la transition bas carbone. Et il expliquait justement que lui, s'il trouvait un avantage à ça, c'est qu'il avait fait des économies assez importantes. Et donc, en fait, il s'est retrouvé au niveau financier. Donc là, je ne parle pas de technologie vraiment au sens les outils connectés, etc. Mais ça reste quand même de l'innovation, du changement, faire adopter des nouvelles pratiques culturelles, une nouvelle façon de faire l'agriculture. Bon, je veux dire, il faut le faire, quoi. Et parce qu'on parle beaucoup d'investissement, mais en fait, est-ce qu'on s'y retrouve d'un point de vue économique, justement, d'investir, d'avoir une agriculture novatrice? Est-ce que ça permet justement de s'y retrouver à la fin dans le bilan de l'entreprise? Normalement, oui. On le fait pour ça. C'est justement pas tout de suite, peut-être. Pour essayer de toujours, on parlait d'investissement dans le temps long. C'est à 3 ans, 5 ans, 10 ans. Voilà, essayer de faire des économies sur la ressource en eau. Essayer de faire des économies parfois sur des tâches non qualifiées, sur la manière dont on va pouvoir tailler les arbres, par exemple, ou alors on va pouvoir récolter. Aujourd'hui, il y a des entreprises californiennes et israéliennes qui développent des robots pour récolter les fruits. On a beaucoup de mal. Nous, aujourd'hui, pour notre centaine d'hectares, on embauche environ 80 personnes pendant 2 mois et demi. C'est extrêmement dur à trouver. Ça concerne la pomme, la poire, ça concerne également la cerise, le kiwi, enfin toutes les productions où on a besoin de saisonniers. Voilà, aujourd'hui, les frontières sont ouvertes pour les saisonniers, et tant mieux. Avec une pratique particulière pour cueillir les pommes ou les poires cueillir les pommes et les poires, malheureusement, ça se fait encore à la main. Oui, c'est ça. Très délicatement, il faut que le fruit soit cueilli. Alors, il faut cueillir un minimum de pommes à la journée pour pas que ça nous coûte trop cher et qu'on ait un prix de revient qui soit à peu près raisonnable. Et il faut que le fruit ne soit pas cogné, déposé délicatement dans un palox, c'est un grand récipient en bois, pour être stocké et retravaillé ensuite. Donc, il y a des gens qui travaillent sur la robotisation. Voilà, il y a des entreprises qui travaillent sur la robotisation. Ça fonctionne déjà sur certaines productions, par exemple la fraise. Des exosquelettes ou des choses comme ça. Voilà, avec des exosquelettes, mais même des machines qui arrivent avec des bras articulés et l'IA justement.
à récolter des fruits, et à les mettre dans des barquettes et directement pour le consommateur. Sur la pomme, c'est pas encore vraiment à jour. On perd pas espoir, mais pour le moment, voilà, nous on fait encore avec des escabeaux, des plateformes. C'est très ancien système. Mais c'est un côté festif aussi. Voilà, c'est sympathique. Il y a un côté festif, surtout quand c'est fini. Voilà, c'est ça. Avec le dîner, le soir, tout ça. Je l'ai fait, j'ai cueilli des pommes, donc je sais de quoi je parle. Allez, vous restez avec nous, on fait une dernière petite pause et on revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci de nous écouter sur Sud Radio. Non, c'est normal, parce que vous êtes une radio sympa, diversifiée et tout, donc c'est très bien. Sud Radio, parlons vrai. 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi, on parle des agriculteurs en général, des agricultrices en particulier aussi, parce que c'est vrai que c'est un métier qui n'est pas facile. Et c'est vrai que les femmes sont rentrées par la grande porte, en majorité. Sabrina Najdar est avec nous, rédactrice en chef de Femmes Actuelles, avec ce beau dossier sur les femmes agricultrices. Roland Condor est avec nous, professeur à l'EM Normandie, responsable de la chaire entrepreneuriat et agriculture, et Alexandre Pro, producteur de pommes et poires dans l'Oise et des sites, la Senevière, c'est ça. Est-ce que votre épouse, Alexandre Pro, à un moment donné, s'est dit, je vais peut-être travailler avec mon mari? Alors, c'est plutôt moi qui lui ai demandé. Non. Qui lui ai pas demandé. Ah d'accord. Okay. Voilà, qui lui ai demandé de pas travailler. Enfin voilà, pour le bien du couple. Je pense qu'on est très heureux chacun dans notre activité. Elle a un profil plutôt artistique. Oui. Voilà, elle écrit des romans jeunesse. Elle un profil vraiment. Elle m'aide sur la partie gîte pour tout ce qui est décoration. Elle est architecte d'intérieur également. Donc on est très complémentaires. Je fais pas partie de ces familles. Voilà, on travaille en famille. Déjà travailler avec mon père, ça a été pas toujours facile. Pas toujours facile. Il faut dire les choses. Oui. Même si on avait mis un cadre de gestion très rigoureux. On a des personnalités complémentaires. Travailler en famille, c'est très dur. Mais voilà, j'ai vraiment à cœur qu'elle soit heureuse dans cet environnement agricole qu'elle maîtrise pas forcément initialement. Voilà. Sabrina Najdar, vous valorisez ces femmes aujourd'hui avec des chouettes photos, et ça c'est bien. Elles ont besoin aussi de montrer qu'elles peuvent faire. Alors c'est pas un combat entre hommes et femmes, loin de là, mais justement de montrer qu'il y a une espèce de nouvelle génération de jeunes femmes dans la terre qui font plein de. Vous l'avez dit tout à l'heure, elles élèvent des bovins, elles travaillent effectivement dans les fruits et légumes, elles sont un peu partout, mais c'est bien aussi qu'on puisse les voir. Oui, absolument. Effectivement, les sortir de l'invisibilité, c'est aussi leur permettre de montrer qu'elles sont capables et de montrer effectivement qu'elles ont tout à fait la place au même titre que les hommes dans ce milieu. Et effectivement, quand on sait, vous parliez tout à l'heure de génération et de renouvellement des générations, il est évident que dans les années à venir, les femmes vont devoir compter et de plus en plus compter. Donc, c'est important qu'elles sortent effectivement de ce côté juste femmes d'exploitants ou aide à l'exploitation, alors qu'aujourd'hui, certaines, pour un cinquième des exploitations, sont véritablement chefs d'entreprise. Et elles incitent autour d'elles à embrasser ce métier, parce que finalement, on peut comprendre, à un moment donné, on l'a vu au salon de l'agriculture, que parfois elles sont elles sont parfois un peu découragées quand on voit parfois l'agriculture bashing ces derniers temps, en se disant que ils font tout justement pour aller dans le sens de l'histoire, et on en parlait tout à l'heure. Est-ce que c'est pas un petit peu difficile à porter aussi, tout ça? Oui, évidemment que c'est difficile à porter, évidemment que c'est un sacerdoce, évidemment que c'est aussi un quotidien extrêmement difficile et des longues heures de travail et souvent des années aussi sans vacances, bien sûr, sans week-end, etc. C'est très compliqué. Mais en fait, quand on parle avec elles, on se rend compte que ce sont des femmes qui y vont avec leur tripes. Quelque part, c'est vraiment quelque chose qu'elles portent. C'est, j'ai envie de dire, leur exploitation, c'est leur premier bébé. Oui. Donc, il y a effectivement cette énergie, cette envie, et ça, c'est très communicatif. Roland Condor, moi je voulais m'intéresser, on voit souvent l'image d'Épinal, de l'agriculteur qui galère un peu financièrement, etc. Est-ce qu'aujourd'hui on peut envoyer un message positif, et en se disant, est-ce que les jeunes agriculteurs peuvent avoir comme but de bien gagner leur vie, en tout cas de vivre de leur activité? Il y a de tout en fait dans le monde agricole, peut-être comme partout d'ailleurs.
Il y a des gens. Si on a l'image souvent de l'agriculteur qui a du mal à tirer les deux bouts. Donc là, est-ce que justement, est-ce que les jeunes générations, avec l'innovation qu'on évoquait tout à l'heure, arrivent justement à aller vers quelque chose d'assez profitable? C'est vrai qu'on dit souvent l'agriculteur il se plaint. Et donc du coup, ça renvoie une image que, en fait, l'agriculture c'est difficile. Donc ça donne pas quelque part envie d'entreprendre. Il se plaint quand on lui tape dessus parce que ils sont quand même très courageux. Ah ben je suis d'accord avec vous. Et non, je pense qu'il y a de tout dans le monde agricole. Il y a des gens qui vivent très bien, qui envoient leurs enfants en école de commerce, et puis des gens effectivement qui ont des difficultés, des petites fermes. Voilà, qui ont du mal à arrondir les angles. C'est surtout cela qu'on voit dans les médias un peu, donc justement... Oui, c'est ça, alors, mais peut-être parce que... peut-être que les agriculteurs qui sont à la tête de grandes fermes, ils ont peut-être pas bonne presse, c'est entre guillemets, alors que pour autant, ils sont aussi dans le changement de leurs pratiques, les nouvelles technologies, l'agriculture durable, donc ils devraient être aussi bien perçus. Il y a des... J'allais dire des mauvais élèves, entre guillemets, mais globalement, on peut pas dire il y a les petits sont gentils et les grands sont méchants. Non. D'accord. Je veux dire, voilà. Et justement, vous, Alexandre, entre votre ancienne vie et l'actuelle, vous arrivez justement à vous en sortir Alors moi, j'ai pas repris cette ferme pour faire fortune. Non. J'ai repris cette ferme par passion. Vraiment par passion, par challenge, de la développer. Alors je ne dis pas faire fortune, mais en tout cas vivre de son activité. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, on arrive à peu près à vivre de notre métier. Pourquoi? Parce que sur la pomme et la poire, on est indépendant de A à Z. Voilà, je pense que c'est la maîtrise de notre commercialisation qui nous rend totalement libre, et d'avoir un levier à la fois sur ses charges et son chiffre d'affaires. C'est-à-dire que aujourd'hui, les agriculteurs, ils vendent leur production bien souvent à la coopérative, et c'est elle qui fixe le prix par rapport au prix mondial. Donc, peu de gens ont les moyens d'arbitrer les prix. Quand on est indépendant comme nous, je veux dire, on a la liberté d'arrêter telle ligne avec tel client parce qu'il ne paye pas assez cher. C'est très dur, mais on peut le faire. Et puis, on peut aussi aller chercher des points de valeur ajoutée en disant, voilà, regardez, aujourd'hui, mon verger est 100% en production verger éco-responsable. On s'engage à tel et tel cahier des charges. On est haute valeur environnementale. On est peut-être bientôt Global Gap. Est-ce que, voilà, pouvoir parler de 10 centimes dans le prix avec son client, c'est tout à fait possible. Donc finalement, aujourd'hui, aujourd'hui, on a les acheteurs de la grande distrie au téléphone 2 fois par semaine pour savoir un peu quelle va être notre production, quels va être nos calibres. Est-ce que si on a des grosses pommes, on va pouvoir faire une promo pour essayer de les passer parce que c'est plutôt des pommes difficiles à vendre? Est-ce que si on a des petites pommes, on va pouvoir les mettre en sac et leur demander de nous prendre quelques palettes dans la semaine en complément des pommes oui, c'est de la stratégie en fait. Ouais. Voilà, donc on va être en permanence en lien avec notre clientèle pour essayer de valoriser notre production. Donc c'est l'écosystème économique finalement autour des agriculteurs qui galèrent un peu. Vous dites, moi je suis indépendant, je peux réussir justement... Je ne sais pas qu'il y ait de l'œuf ou la poule. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, je pense que la solution passe par la diversification, valoriser ses productions, les circuits courts, le local. Mais c'est très très difficile de sortir un système. Alexandre Pro, sur les aléas climatiques, parce que ça malheureusement c'est le quotidien des agriculteurs et de plus en plus, trop de pluie, trop de soleil, trop de sécheresse en fonction. Est-ce que vous avez l'impression que vous, dans votre travail, la terre n'est plus celle de vos parents? Le climat n'est plus celui de vos parents? Est-ce que ce sont des choses qui évoluent aussi, mais auxquelles il faut bien faire face? On constate que le climat a changé, effectivement. En fait, on était habitué il y a quelques années d'avoir des délais de récolte à certaines dates. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, on commençait la récolte toujours fin septembre. Maintenant, on la commence fin août. Donc voilà, en 30 ans, on a gagné 1 mois sur la récolte. Pareil pour la récolte de blé. Je veux dire, maintenant, début août, tout est terminé dans notre secteur. Donc il faut s'adapter. Notre objectif et notre obligation en tant que producteur, en tant que chef d'entreprise, c'est de s'adapter tout le temps, s'adapter à la main-d'œuvre, s'adapter au climat, s'adapter aux machines et aux prix mondiaux. Aujourd'hui, on a des prix mondiaux qui sont vraiment faibles en ce qui concerne les grandes cultures. Doublé à ça, on a eu des très mauvaises récoltes en 2024. Voilà, il faut qu'on soit capable de limiter les investissements pendant 1 ou 2, le temps de remettre nos entreprises à flot et de pouvoir réinvestir.
Roland Condor, l'entrepreneur, c'est quand même le mot le propre de l'entrepreneur, c'est l'adaptation justement. Oui, puis en vous écoutant, effectivement, on voit bien qu'il faut être aujourd'hui, l'agriculteur, c'est pas qu'un producteur. C'est un stratège, c'est quelqu'un qui fait de la communication, du marketing, de la stratégie. Donc on voit bien que c'est l'entrepreneur, c'est ça aussi, c'est savoir être bon dans la technique, mais aussi être bon dans le business. Donc en fait, il faut qu'il maîtrise tous les métiers. Il ne faut pas juste qu'il soit un producteur. Il faut qu'il fasse de la com, du marketing, mais de la finance. Oui, complètement. C'est ça l'avenir, selon vous, de l'agriculteur. Bah oui, moi je pense que le producteur, l'agriculteur de demain, ce sera pas seulement un producteur, ça sera aussi un manager, un agri-manager comme on dit, ou un agri-entrepreneur. Agri-manager. Merci en tout cas à tous les trois. Merci beaucoup Sabrina Najdar d'avoir été avec nous, rédactrice en chef de Femmes Actuelles, un dossier qu'on retrouve dans Femmes Actuelles. Absolument. Absolument. Et on vous incite à aller le lire et vous allez voir que c'est très inspirant. Merci beaucoup Roland Condor d'avoir été avec nous, professeur de l'EM Normandie, responsable de la chaire entrepreneuriat et agriculteur. Et merci beaucoup Alexandre Pro de nous avoir inspiré, bien entendu, parce que c'est très inspirant ce métier, producteur de pommes et de poires dans l'Oise. Et puis les gîtes aussi, dans lequel on peut aller dormir avec une belle décoration intérieure. Les gîtes de Sennevière, voilà, tout à fait. Le magasin La Ferme, les animaux, on vous accueille. Avec joie et bonne humeur, comme chez nous à Sud Radio, ça tombe bien. Merci beaucoup Nicolas Leroy de m'avoir accompagné, et puis mon co-animateur de la journée. Mais ce soir c'est une émission de foot, mon cher Philippe David. Bonsoir Cécile, on a toujours le bonheur de se retrouver. Ne l'exagère pas non plus, n'allez pas trop loin. Oui, ça marche que dans mon sens, c'est vrai. Au menu des vraies voix du foot, on est la radio du rugby, mais il y a aussi du foot. Il y a une expression, les cochons sont dans le maïs. Là, on va parler déjà, premier module, c'est le bilan de la Ligue 1, qui a quand même été assez une belle journée la semaine dernière, avec malheureusement les Verts qui se retrouvent relégables. En deuxième partie, c'est la période des grands pétages de plomb dans le foot français, après Pablo Longoria qui hurlait à la corruption. Là, c'est carrément l'entraîneur de Lyon, Paulo Fonseca, qui a littéralement mis un coup de boule à l'arbitre de Lyon-Brest, Monsieur Milo. Et donc on en parlera avec le But Football Club. Alors c'est le printemps, la testostérone qui monte, on ne sait pas. Troisième module, invité exceptionnel, Alain Kézac, ancien président du Paris Saint-Germain, pour parler de PSG Liverpool de demain soir. Et le dernier module, évidemment, ça se joue ce soir au Westfalenstadion, ou enfin maintenant il s'appelle Signal Iduna Stadion à Dortmund, Borussia Dortmund contre le LOSC. Et on aura un supporter des Dogs, parce qu'ils ont fait quand même une sacrée campagne européenne, et on dit allez le LOSC ce soir. Et on appelle ça de la mémoire. Merci beaucoup Philippe David. Merci à notre équipe formidable, Aude, avec nous Maxime, Justine, Félix et Nelly, de nous avoir aidés à préparer cette émission. Et bien entendu, merci beaucoup à notre ami Nicolas Leroy. Passez une très belle soirée et on vous retrouve demain à partir de 17h. Salut.